Alors maintenant, on va rester toujours dans le cadre des séquelles, en parlant des séquelles obstétricales. René Charles Rodigoz, qui est professeur d'obstétrique et de gynécologie à Lyon. Écoutez, je vous remercie. Je remercie l'Académie de chirurgie et membres de son staff de direction de m'avoir convié à cette réunion, ainsi que les organisateurs de cet enseignement. L'oratrice précédente a souligné le caractère principalement masculin de l'Assemblée, mais il faut bien reconnaître que les exposés que nous avons eus jusqu'à présent étaient aussi, eux aussi, masculins, puisque l'aspect féminin a été très peu abordé. Mais il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire, donc mon exposé aura le mérite d'être relativement limité dans le temps. Alors j'ai trouvé aussi que le titre que vous m'avez confié n'était pas suffisant, et je vous prie de m'excuser car j'ai débordé un petit peu les séquelles obstétricales, vous le verrez. Je présente aussi d'avance mes excuses aux honorables orthopédistes présents dans l'Assemblée, car je ne suis pas du tout orthopédiste, il n'est pas exclu que je raconte des bêtises, donc je vous demande d'avance votre indulgence. Alors, c'est un problème peu fréquent en ce qui concerne les femmes, bien entendu. Les cas cliniques que vous avez montrés ce matin, d'ailleurs, concernent toujours des hommes, parce qu'il est vrai que c'est les accidents du travail qui sont les gros pourvoyeurs de fractures du bassin, les accidents de la voie publique et les accidents sportifs, et toutes les séries qu'on constate, que l'on aborde, montrent qu'il y a en gros une répartition qui est pratiquement 1 pour 4 entre les femmes et les hommes. Alors il y a évidemment plusieurs problèmes qui méritent d'être abordés. Il y en a un que je vais aborder parce qu'il me semble que c'est l'un des problèmes qui peut se poser, qui est les plus compliqués à aborder, c'est les fractures du bassin chez une femme enceinte. Alors, on ne parle plus là de séquelles obstétricales, mais à mon avis c'est un sujet que l'on ne peut pas éluder. Et puis il y a bien sûr les patientes qui sont enceintes après avoir eu une fracture du bassin, et là on est bien dans les séquelles. Alors évidemment, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler qu'il faut distinguer les fractures isolées, c'est-à-dire les lésions osseuses, des fractures avec lésions associées, des parties molles, des muscles, des lésions urinaires, qui peuvent se voir chez les femmes et qui posent des problèmes spécifiques. Alors, vous ne faites pas l'injure, les diapos, les radios, vous ne les regardez pas trop parce que ça ne colle pas toujours. Mais c'est pour que ce soit plus joli. Alors évidemment, si on parle des séquelles, il y a les séquelles osseuses, mais il y a aussi les séquelles urinaires et les séquelles musculaires qui vont être presque plus importantes à prendre en compte pour l'obstétricien que les séquelles osseuses. Vous verrez que les séquelles osseuses, finalement, ça pose pas de problème. C'est pas ça qui nous pose des problèmes ou qui nous amène à réfléchir au mode d'accouchement. Alors, je vais dire quand même un mot des fractures du bassin qui surviennent chez une femme enceinte. Alors, ce sont toujours évidemment des traumatismes violents. Les problèmes qui se posent sont liés à la fracture aux lésions associées, mais se surajoutent les problèmes liés à la présence de la grossesse. Alors, je vais vous les livrer simplement 2 ou 3 éléments simples, parce que avant ce que l'on appelle nos 24 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire en gros la fin du 6e mois de grossesse, on ne sait pas gérer un nouveau-né prématuré. Donc, à la limite, l'avenir de l'enfant à cet âge de grossesse importe peu. Par contre, après 24 semaines d'aménorrhée, on peut se poser la question de faire naître l'enfant, de ne pas le faire naître. Mais avec évidemment un pronostic fœtal qui est d'autant plus mauvais que la naissance est prématurée. Donc il va falloir à un moment ou à un autre éventuellement se poser la question des avantages et inconvénients de faire naître l'enfant ou au contraire de laisser la grossesse évoluer. Et à ce moment-là, de choisir aussi le mode d'accouchement, le moment et ses modalités. Et c'est une notion qui n'est pas toujours bien connue des médecins qui sont amenés à prendre en charge ces polytraumatisés, qui sont souvent gérés dans des services d'urgence. Et la dimension obstétricale et néonatale surtout, puisqu'on voit bien que c'est le pronostic fœtal qui est en jeu, n'est pas toujours abordé. Et il y a un problème d'orientation initiale, tout bêtement. Je travaille à Lyon, où en fait, il n'y a pas de service qui permette de donner les meilleurs soins à tout le monde,
Le service d'urgence chirurgicale classique, orthopédique, à l'hôpital Édouard-Herriot, il n'y a pas de maternité, pas de service de néonatologie. Au centre hospitalier Lyon-Sud, il y a une maternité, mais il n'y a pas de service de réanimation néonatale. Et les deux services, les deux hôpitaux, il y a un service de réanimation néonatale, il n'y a pas d'orthopédie, il n'y a pas de service d'urgence. Vous voyez comme c'est simple. Donc finalement, il y a un problème ne serait-ce que d'orientation initiale. Qu'est-ce qui prime? Bien sûr, c'est l'état de santé de la mère, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et le deuxième paragraphe, c'est une fois que la patiente a été retapée, qu'on a embolisé, fixé tout le tremblement, est-ce qu'on la garde dans un service de post-urgence orthopédique ou est-ce qu'on la transfère dans une maternité à proximité d'un service de réanimation? Alors, le pronostic, si vous voulez, du polio-obstétrical, là je ne reviendrai pas sur le reste que vous connaissez bien mieux que moi, le risque de fausse couche est très faible. Alors ça peut être une notion médico-légale. Il n'y a jamais pratiquement de fausse couche induite par un traumatisme. L'utérus, il n'est pas gros quand on est au premier trimestre de la grossesse. Il est enfoui dans un bassin, l'œuf est bien accroché. Pour aller le décrocher, il faut vraiment aller attaquer l'utérus lui-même. C'est exceptionnel. Donc du point de vue médico-légal, on a souvent plutôt une coïncidence entre une grossesse qui battait de l'aile et un traumatisme. Le risque de lésion fétale directe ne peut se voir que dans le dernier trimestre de la grossesse, mais ça existe dans des accidents de voiture où on peut avoir des fractures du crâne directes ou par phénomène de revers. Alors il y a une notion qui est mal connue et qui est souvent méconnue par tout le monde, c'est qu'en fait vos patientes là, qui ont ces fracas du bassin, elles ont des périodes, on l'a vu ce matin, où leur état hémodynamique est instable en temps, où il faut les retaper, les stabiliser, mais quand les mères sont instables en hypotension, eh bien, il y a des bas débits placentaires et des bas débits fétaux qui peuvent entraîner le décès du bébé, mais qui peuvent aussi entraîner une anoxie cérébrale, qui vont ensuite développer des séquelles. D'où une notion qui est peut-être pas spontanément évidente, c'est quand vous êtes confronté à cette situation d'une mère qui a eu un accident de voiture, qui est enceinte, qui a eu un état de choc hémodynamique qui a été compensé, il est urgent de ne pas faire naître l'enfant. En effet, s'il y a eu des lésions d'hypoxie ou bas débit cérébral neurologique, elles sont déjà constituées. Et donc, il vaut mieux, si c'est possible par ailleurs, attendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, de façon à pouvoir laisser le temps aux lésions cérébrales fétales d'apparaître et d'être visibles, notamment à l'IRM, pour qu'ensuite, là, on prenne la décision en fonction de leur importance, de savoir si ça peut justifier une interruption de grossesse pour un pronostic fétal qui sera mauvais. Donc vous voyez, la tendance spontanée, ça pourrait être de précipiter pour faire naître l'enfant une fois que la mère a été retapée et rétablie, ben, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Et puis il faut toujours bien peser le risque de prématurité. Un enfant qui naît à 24-26 semaines, il a une chance sur 2 de survie, et s'il survit, il a quand même 10% de chance. Et c'est quelle neurologie qu'il faut voir. En tout cas, on a le temps de réfléchir, et cette surveillance du nouveau-né, enfin du fœtus, ne doit pas être négligée par l'écho, le rythme cardiaque, et puis surtout l'IRM, et bien prendre le temps d'une discussion multidisciplinaire, ne pas se précipiter. Alors, j'ai une petite notion parce qu'en fait j'ai coordonné pendant longtemps le réseau des maternités de la région Rhône-Alpes et sur 500 000 naissances, j'avais quand même fait le point. C'est rare, 2 décès fétaux liés à un accident et à une fracture du bassin, un cas de séquelles anoxo-ischémiques chez le nouveau-né, avec des séquelles très lourdes, et il y a eu un cas manifestement d'orientation problématique où la pauvre femme s'est trouvée embarquée dans un service d'urgence avec une équipe qui a fait venir l'accoucheur pour faire une césarienne pour sortir un prématuré, mais ils avaient oublié qu'il n'y avait pas de service de réanimation néonatale. Donc c'était une mauvaise décision. Alors dans la littérature, on voit que c'est grave quand même, puisqu'il y a 5% de mort maternelle. Alors je n'ai pas suivi s'il y a beaucoup de décès dans vos polytraumatismes chez l'homme. Il y a beaucoup d'enfants, de fœtus qui meurent, il y a quelques interruptions médicales de grossesse, beaucoup de prémat, des fausses couches un peu plus quand même, alors est-ce qu'il y a un lien direct, c'est pas clair. Et puis il y a des patientes qui arrivent quand même avec des fractures du bassin pas trop sérieuses à accoucher par voie basse, et puis il y en a 2 sur 10 qui accouchent par césarienne, ce qui, ma foi, est un peu plus que la moyenne de nos concitoyennes, mais pas beaucoup plus que ça.
Alors, il y a un deuxième chapitre que je me suis permis d'ajouter, je suis désolé parce que je déborde un peu, comme je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. C'est les lésions du bassin induites par la grossesse et l'accouchement. Je ne sais pas si c'est une notion que les orthopédistes connaissent, mais ça arrive. Vous savez que les accoucheurs ne sont pas toujours très adroits, hein. Donc il y a parfois des fractures-luxations du coccyx qui consolident plus ou moins bien, souvent d'ailleurs plutôt mal que bien. Enfin, pas dans la bonne direction. Et puis, il y a un truc qui n'est pas exceptionnel et qu'on ne sait pas toujours comment prendre en charge, c'est les disjonctions symphysaires. Alors ça, je crois que c'est une pathologie que vous connaissez, les orthopédistes. Mais ces disjonctions symphysaires, elles sont intéressantes parce qu'elles peuvent non seulement se voir à la suite d'un accouchement, mais elles peuvent se voir avant l'accouchement. Alors que les femmes sont toutes encore enceintes, elles ont une disjonction symphysaire, elles ont un mal de chien, on leur fait les clichés et il y a effectivement un intervalle qui est considérable de 3 cm parfois au niveau de la symphyse pubienne. Alors on est souvent assez gêné avec la tentation de faire une césarienne pour abréger les agréments. En général, on essaie de gagner du temps, d'infiltrer, ensuite elles accouchent par les voies naturelles puisque le bassin qui s'est élargi est grand, ça facilite la vie. Puis de toute façon, ils ont une péridurale, maintenant qu'on a. Alors, il y a des. Et du point de vue médico-légal, ça c'est intéressant, il y a bien des disjonctions symphysaires qui se voient et qui se révèlent en post-partum. Mais bizarrement, ça peut se voir après un accouchement spontané, eutoxique, sans intervention médicale, et ça peut se voir, et bien sûr, après une extraction instrumentale. Alors je crois, vous l'avez entendu et ça m'a fait plaisir, je crois que dans les disjonctions symphysaires, il y a je crois, une décision importante à prendre, c'est de ne pas opérer. J'ai eu l'occasion en expertise médico-légale de voir 2 patients qui avaient eu des montages un peu droiquillolesques et ça n'a jamais tenu, c'était vraiment une mauvaise idée. Donc il ne faut jamais rien faire. J'ai vu que mais vous êtes sans doute au courant, il y a des sortes de ceintures qui existent. De toute façon, ça fait passer un peu de temps, ça finit bien par consolider. La question qui se pose, à mon avis, c'est plutôt l'accouchement des grossesses ultérieures. Parce que l'accouchement par les voies naturelles ultérieures est possible, mais il y a bien un petit risque qu'on le retrouve dans la littérature de récidive. Et les patientes qui ont eu un mal de chien pendant 3 mois, elles ont souvent pas tellement envie de recommencer la plaisanterie, ces patientes-là, et nous réclament un corps et un cri avec quelques justifications. Alors les histoires du coccyx, c'est des choses qui sont, je dirais, plus anecdotiques, parce que finalement elles ont mal après leur accouchement, ça consolide, elles ont moins mal, mais après se pose le problème de l'accouchement suivant. Alors est-ce que c'est une indication césarienne? Non, parce qu'en général, la déformation du coccyx n'est pas telle qu'elle rende l'accouchement par les voies naturelles impossible. Mais en cas de nouvel accouchement, il y a de nouveau un petit risque de récidive. Alors j'en viens quand même à mon sujet. Alors il y a une notion qui est importante à mon avis pour les accoucheurs comme pour les chirurgiens, c'est qu'il faut donner aux patients des éléments qui permettront de prendre une décision. C'est-à-dire, je crois que pour les chirurgiens, il faut bien penser, quand c'est des jeunes femmes, qui peuvent avoir des problèmes de grossesse à la suite, de leur donner leur compte rendu opératoire et un état très détaillé des lésions, notamment des lésions associées, en tout cas périnéales, urinaires, puisque c'est cela qui va bien souvent nous déterminer pour la suite. Alors, les histoires osseuses, paradoxalement, c'est le moins intéressant. Finalement, on s'en fiche un peu, parce que les fractures du bassin qui entraînent des déformations considérables du bassin, c'est rarissime. Ça arrive, mais dans ma carrière, je crois que j'en ai vu 2, où c'était vraiment important, les autres, c'était pas grand-chose. Et ces femmes, on peut toujours essayer de les faire accoucher par les voies naturelles. Il n'y a pas de danger à essayer un accouchement par les voies naturelles. Et je me souviens d'une patiente qui avait un bassin épouvantable sur la radio, on lui avait dit vous ne pourrez jamais accoucher. Son premier bébé, elle a accouché comme une fleur, et le deuxième, il n'a jamais voulu descendre, n'a jamais voulu s'engager. Dans le même bassin, les choses peuvent se passer bien ou moins bien. Mais à la limite, quand il y a un échec d'engagement, quand ça ne progresse pas, on fait une césarienne. Là, la chose qui est on fait la césarienne en cours de route. La symphyse pubienne cicatricielle, c'est peut-être un peu plus ennuyeux parce qu'il y a un risque de récidive et il faut peut-être mieux pas prendre ce risque de récidive. Alors il y a une situation que j'ai vue dans la littérature mais que je n'ai jamais rencontrée,
c'est les patientes qui avaient justement une ostéosynthèse de la symphyse pubienne. Pour les accoucheurs, c'est un peu embêtant puisque vous savez qu'il y a une mobilité physiologique qui nous permet de gagner 1 cm, 1,5 cm, et si c'est vissé avec des plaques et tout ça nous fait mal. Alors, je veux dire que les risques liés aux histoires osseuses, c'est pas grave, parce que si on appelle un échec d'épreuve du travail, on fait une césarienne en cours de route, comme ça nous arrive dans 5% des cas, la récidive des disjonctions symphysaires, c'est plus ennuyeux, et à mon avis, c'est un risque qu'il ne faut pas courir. Alors, les lésions urinaires, vous connaissez le sujet mieux que moi, je crois que vous en avez parlé abondamment. Il y a bien des problèmes de rupture de la vessie. L'urètre chez la femme, je crois qu'il ne risque pas grand-chose dans ce genre d'affaires. Mais en tout cas, chez une patiente qui aurait une fracture du bassin avec des lésions des voies urinaires, à mon avis, il ne faut pas prendre le risque d'un accouchement par les voies naturelles qui peut engendrer, de par lui-même, des lésions urinaires, sans doute avec une plus grande fréquence ou une plus grande gravité si les tissus sont cicatriciels et sclérés. Alors il y a une autre notion, c'est les lésions périnéales. Ça c'est une autre affaire, puisqu'il y a le vagin lui-même, mais le vagin cicatrise bien. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est les lésions des muscles, de l'aponévrose pelvienne et les atteintes des sphincters. Quand il y a eu une atteinte de sphincter qui a nécessité une suture chirurgicale, une rééducation, là aussi il ne faut pas courir le risque d'un accouchement par les voies naturelles. Sinon, la voie basse est toujours possible et à mon avis préférable. Alors, est-ce qu'il y a des gènes à la conception? Ben non, à part les dysfonctions érectiles du conjoint, et encore. La grossesse ne pose jamais de problème particulier, et finalement, l'accouchement ne pose pas de gros problèmes. Alors, comment est-ce qu'on apprécie le pronostic mécanique? Par l'examen clinique avant tout. On fait pratiquement jamais maintenant de pelvis scanner. Et puis on demande toujours quand même quand il y a eu des problèmes, et notamment quand ils ont gardé des séquelles douloureuses longtemps, quand il y a eu des lésions périnéales, on demande l'avis de la patiente. Et si les patients ne veulent pas accoucher par les voies naturelles, on n'impose rien. Alors est-ce qu'il y a des indications de césarienne prophylactique recommandées quand l'impression clinique est très défavorable? Ce qu'on appelle le bassin chirurgical, c'est vraiment des dimensions des bassins extrêmement réduites. La symphyse pubienne instable ou synthésée, oui. Les antécédents de lésions vésicales, sphinctériennes ou périnéales. Les troubles neurologiques. Et puis, si la patiente préfère une césarienne, en gardant quand même bien en tête qu'avant 34 semaines, c'est-à-dire en gros jusqu'à 7 mois et demi, les enfants sont tout petits et ça passe dans un bassin rétréci, et même à travers un vagin un peu cicatriciel, ça passe beaucoup plus facilement. On n'est pas dans les conditions d'un accouchement d'un enfant à terre. Notion pour les chirurgiens. Un essai d'accouchement par voie basse est toujours possible en obstétrique. Alors ça marche pas. Si ça marche pas, on fait une césarienne. Donc, un des messages que je voulais faire passer, c'est qu'il ne faut jamais dire à vos patients, c'est pour les orthopédistes surtout que je le dis, avec la fracture que vous avez eue, vous ne pourrez jamais accoucher par les voies naturelles, mieux vaudra une césarienne, c'est pas vrai. C'est parfois nécessaire, mais c'est rarement souhaitable. Alors, on ne peut que constater quand même, quand on regarde les séries de la littérature, qu'il y a beaucoup de césariennes pour les accouchements chez ces patients qui ont eu des antécédents de fracture du bassin, puisque vous voyez la série de Valier, alors je ne sais pas des nombres de patients énormes, mais avant fracture, il y en a 20% qui avaient accouché par césarienne, et après fracture, il y en a près de 50% qui ont eu une césarienne. Et je pense que, alors qu'on aurait pu attendre au contraire un peu de césarienne plus bas, je pense que l'antécédent à lui seul a précipité l'indication de césarienne. Donc toujours voie basse possible. Donc information mesurée lors de la fracture. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup René Charles de ton exposé. Un peu élargi, mais je pense que c'est des questions qui intéressent beaucoup différentes spécialités chirurgicales qui sont représentées ici. C'était l'occasion où je m'en vois. Et je te remercie. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions? Merci infiniment. Donc, je crois que c'était parfaitement dans le cadre et il n'y avait aucune digression. Et, je suis chirurgien orthopédiste. Vous allez me dire, nul n'est parfait, mais il est certain que la position que l'on donne sur le plan orthopédique parfois même, on voit ça en expertise, mais je vais en reparler d'ici 10 minutes, c'est qu'on parle souvent de, vous avez une fracture du bassin, on va dire taille B pour faire simple, et
allez voir votre obstétricien au mieux, il vous dira si c'est possible, s'il tombe sur vous, c'était très clair. Et bien souvent, les obstétriciens disent « Ah ben non, vous ne pourrez plus jamais accoucher par voie basse ». Or, on s'aperçoit que sur le plan biomécanique, comme vous l'avez fort bien expliqué, effectivement, ce n'est pas du tout, au moins, un obstacle et qu'il y a toujours la possibilité de tenter un essai par voie basse. Ça, c'est une information que personnellement, je n'avais pas toujours et désormais, effectivement, c'est le message qu'on fera passer. Merci bien. Oui, juste une question. Lorsqu'il y a une plaque symphysaire, vous ne faites même pas de tentative alors Bah, si, on peut essayer, mais j'avoue que je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais vu de patiente ayant une plaque symphysaire, ça me paraît énormément. Moi, j'en ai personnellement qui ont accouché par. Ah ben, on peut très bien. Pardon? Il me semble par voie basse. Ah ben, on peut les faire accoucher par voie basse, sauf qu'on perd un peu le jeu de la symphyse qui peut rendre l'accouchement par voie basse un peu plus problématique. Mais en fait, vous vous rendez compte, ce qui compte là, c'est l'anneau pelvien pour nous. Et en fait, où la tête passe à travers l'anneau, ou elle ne passe pas, si elle passe à travers l'anneau, ben, l'accouchement est gagné, puis si elle ne passe pas, ben, c'est perdu, mais c'est une césarienne. On n'a jamais pu faire passer une tête de bébé à travers un anneau pelvien trop tirant dessus, on le fait jamais. Professeur Masquelet. Je m'associe au remerciement chaleureux de Henri Coudane pour votre exposé qui nous apprend plein de choses. Je vais vous poser une question. On a eu la surprise en tant qu'orthopédiste, je suis orthopédiste ce matin, d'entendre dire qu'on pouvait avoir des lésions chez l'homme, du bas appareil urinaire, avec pratiquement pas de lésions osseuses, ces lésions majeures étant provoquées par un mécanisme d'ébranlement. Alors ma question qui est un peu hors sujet, c'est de savoir si une femme enceinte, ou plus exactement le fœtus, peut subir des lésions, peut avoir des lésions par ébranlement sans qu'il y ait de lésions du bassin dans des traumatismes à haute énergie cinétique, parce que vous avez évoqué les mécanismes directs, et bien évidemment, et les mécanismes par hémodynamique faible, mais est-ce qu'il existe des lésions d'ébranlement? Oui, et il y a des lésions, comment dirais-je, c'est pas le coup du lapin, mais par inertie, qui concernent le fœtus lui-même et plus encore le placenta. Parce que le placenta peut se décoller sous les feux, mais toujours dans des traumatismes importants, alors même qu'il n'y a pas de lésion directe de l'utérus, il n'y a pas de fracture, ça existe. Merci. Merci infiniment, monsieur René Charles Rudigos, de nous avoir éclairé sur ces problèmes chez la femme enceinte.